Je donne la parole à Madame Wissal qui va intervenir autour de ce sujet. Je crois que son intervention, ça va être en général par rapport aux adultes, par rapport aux enfants. Je vous laisse la parole, Madame Wissal. Bonsoir tout le monde. Est-ce que d'abord tout le monde me reçoit et tout le monde arrive à me voir? Oui, on vous reçoit. D'accord, donc d'abord bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de travail et que vous êtes en train de vous poser pour un week-end de repos. On n'entend pas très bien. Parce que l'Eid il approche et c'est une bonne occasion pour nous souhaiter les meilleurs vœux du monde à chacun. Merci. Et pour les gens qui nous suivent. Donc, Anna, je suis un peu désolée du retard parce que je viens de terminer. J'avais voulu suivre avec les premiers intervenants pour voir exactement ce qu'ils ont dit pour éviter la répétition. Donc, je me suis résignée à vous faire une petite, une petite intervention concernant le côté pratique, c'est-à-dire ce que je remarque au cabinet. Parce que nous, les psychologues, je crois qu'on a beaucoup plus de temps et beaucoup plus de possibilités pour remarquer, pour observer et pour vivre le trouble avec la personne sur tous les plans. Donc, d'abord, en tant que psychologue, je vois que les gens ils font une grande confusion entre la dépendance et l'addiction. Donc, il y a des gens qui viennent me voir en parlant d'addiction, qui parlent de dépendance. Donc, j'aimerais bien souligner la différence. Déjà, la dépendance, c'est de souffrir d'un syndrome de sevrage quand tu arrêtes de te consommer, que ce soit une consommation de matière ou bien que ce soit des comportements, ou que ce soit sous forme de comportement. Donc, c'est le syndrome de sevrage à l'arrêt de cette activité. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui est un fumeur et qui, à un certain moment, il a envie de fumer, il commence à ressentir les symptômes du sevrage. Mais fumer, ou là, avoir envie de fumer ne l'empêchera pas, par exemple, d'assister à un examen, de partir à son travail ou bien d'avoir des situations sociales. L'addiction, c'est tout à fait le contraire. Parce que l'addiction, moi je dis toujours à mes patients que l'addiction, c'est une prison. Parce que tu deviens esclave de la matière, que ce soit une matière ou un comportement. Le patient, il sait très bien, il est dans la connaissance que c'est en train de le bouffer, que c'est en train de le détruire. Mais il ne peut pas s'empêcher de rechercher le comportement ou la matière parce que la pulsion, elle est plus forte que la raison et que le désir l'emporte sur la raison chez les addicts. Et ça conduit généralement à des gens qui arrêtent d'être socialement actifs, c'est-à-dire c'est des gens qui commencent à se recroqueviller sur eux, à pratiquer l'isolement. C'est des gens qui se cachent, c'est des gens qui ne sont pas dans la communication, c'est des gens parfois qui perdent leur boulot parce qu'ils ne peuvent plus assumer le devoir de partir travailler, c'est des gens parfois qui foirent leur relation de couple parce que à un certain moment, le comportement addict devient un vrai frein dans la relation de couple. C'est des gens qui parfois arrivent à carrément à faire des ruptures, que ce soit avec leurs familles ou avec leurs amis ou avec leur entourage. Donc, c'est le point que je voulais souligner, c'est-à-dire la différence entre la dépendance et l'addiction. L'addiction, moi, je vais parler de l'addiction des écrans en général, parce que là, ma collègue que je remercie et que je salue a peut-être parlé sur l'addiction des écrans par rapport aux adultes, par rapport aux adolescents. Il y a aussi l'addiction des écrans par rapport aux enfants, qui est très fréquente et qui a explosé énormément. Autant que praticienne, j'ai vu que ça a explosé énormément avec le confinement, et ça s'explique. Dans une situation soudaine et un peu hostile qu'était le confinement, les enfants se sont retrouvés entre quatre murs. Il n'y avait plus d'activité, plus d'école, plus de contact direct avec les enfants. La sortie est interdite, pas de piscine, pas de voyage, pas de congé. Et avec en plus un stress vécu ou bien subir le stress des parents et l'angoisse des parents, ce qui a poussé plusieurs enfants à remplacer le stress familial par un jeu vidéo. Et ce jeu vidéo, il a pris beaucoup plus d'ampleur parce que certainement chez ces enfants-là, il y avait déjà une vulnérabilité qui voulait dire que ce sont des enfants qui se sentaient seuls, ce sont des enfants qui peut-être ne sont pas très populaires à l'école, qui n'arrivent pas à avoir beaucoup d'amis, qui n'arrivent pas à être acceptés au sein de l'école, qui sont peut-être écartés soit par les élèves, là, par les instituteurs et les institutrices. C'est des enfants parfois qui sont souvent dans la réduction dans leur famille, c'est-à-dire réduction, c'est un enfant à qui on fait beaucoup de remarques rabaissantes, tu ne comprends pas, tu n'es pas sociable, tu n'arrives pas à faire comme les autres. C'est des enfants qui souffrent de la comparaison et on sait très bien, en tant que psychologue, et je crois que les gens ils vont être d'accord avec moi, chez les parents,
il y a souvent, des gestes maladroits. Et la comparaison fait partie de ces gestes-là. Quand tu compares ton enfant à un autre, et ça, c'est des enfants qui me l'ont exprimé. Quand maman parle d'un autre, c'est que l'autre, il est mieux que moi. Donc, ça nous donne un enfant frustré, ça nous donne un enfant stressé, et parfois, ça nous donne un enfant dépressif carrément, c'est-à-dire un enfant qui a basculé à la dépression. Donc, ces enfants-là, ils ont choisi un jeu où ils sont visibles. Et je souligne le mot visible parce que ça fait partie des réponses qu'on me donne. Pourquoi tu aimes ce jeu? Pourquoi tu joues beaucoup? Ben parce que sur ce jeu, je suis visible. Et quand je pose la question, qu'est-ce que veut dire visible pour toi? Eh ben, j'arrive à lier des amitiés avec d'autres joueurs qui me respectent parce que je joue bien. J'arrive à avoir ma propre clique. J'arrive à être respectée parce que je fais des alliances. On sait très bien que sur les jeux vidéo, il y a des alliances, il y a des jeux, il y a des gens qui jouent en ligne. Il y a un monde imaginaire plus ou moins réel, parce que c'est des personnes qui existent vraiment, mais ça reste dans le cadre virtuel, et ça donne à l'enfant l'illusion qu'il existe, qu'il est écouté, qu'il est respecté, qu'il est estimé. Et aussi, il y a un autre paramètre, il y a la visibilité, il y a le fait de voir de super pouvoirs. Et là, c'est généralement des enfants soit qui sont abusés, soit abusés carrément, soit des enfants qui souffrent beaucoup de harcèlement scolaire. Et attention, c'est un fléau qui commence à faire apparition d'une façon très agressive dans les écoles marocaines. Donc, à l'école, c'est un enfant battu, c'est un enfant rabaissé, mais grâce à ses super pouvoirs de jeu, il devient la personne qu'il a envie d'être. Il choisit ses armures, il choisit ses armes, il arrive à conquérir des terrains, à construire carrément des villes et tout ça. Et pour lui, ça remplace un peu, pour ne pas dire que ça compense un peu, le besoin qu'il a pour exister. Voilà. Malheureusement, ce que je remarque chez les parents, quand ils viennent me voir, c'est toujours des parents qui râlent par rapport au fait qu'ils jouent. C'est-à-dire le problème, il est toujours porté sur le comportement. Et ces parents-là, peut-être qu'ils ont pris un peu soit l'habitude de partir voir des psychiatres, parce que les psychiatres, normalement, parlent beaucoup des résultats. Ils veulent calmer les symptômes, ils veulent avoir des résultats par rapport à l'action. Nous, les psychologues, on se demande toujours des questions par rapport aux sources, au pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que cet enfant est devenu addict d'un jeu vidéo? Qu'est-ce qui a fait que cet enfant a préféré remplacer le monde réel par un monde virtuel? Parce que, Adouma, les questions que les parents devraient se poser. Pas se déranger, crier tout le temps, passer à des punitions, parfois à des corrections physiques, face à un enfant qui est déjà en souffrance. Donc, quand toi tu le tapes, ou là, quand toi tu le punis sévèrement, c'est que juste que tu es en train d'enfoncer un couteau dans la plaie. Or que la question qui devrait être posée, c'est pourquoi cet enfant est devenu comme ça? Avec mon expérience avec les enfants, je peux dire que l'addiction des jeux chez les enfants, c'est souvent une addiction liée à une souffrance. Que ça soit une souffrance liée à l'entourage proche qui est la famille, ou là que ça soit une souffrance liée à l'entourage externe qui est l'école. Donc, c'est généralement des enfants qui sont dans la souffrance, qui n'ont pas choisi par plaisir de sombrer dans l'addiction, mais qui ont pris le jeu pour un remplaçant de ce qui se passe autour. Et bien sûr, ils tombent facilement dans l'addiction parce qu'ils sont accros aux sensations, ils sont accros aux montées d'adrénaline, ils sont accros aux prix qu'ils peuvent avoir, ils sont accros à la reconnaissance parce qu'il y a des chats sur les jeux. Et moi, je vous dis ça parce que j'ai vu des patients jouer à l'œuvre, j'ai demandé à des patients enfants de jouer à côté de moi pour voir de quoi il s'agit. Mais il s'agit d'une excitation extrême par rapport à tout ce qu'il peut réaliser dans un jeu et qui malheureusement croit qu'il est incapable de le réaliser dans la réalité. Donc, pour moi, je demande aux parents que déjà, un enfant qui joue, qui arrive à jouer très bien, c'est un signe d'intelligence. Donc, c'est un enfant qui a beaucoup de potentiel et que peut-être au lieu de le brimer, au lieu de le casser, il faudrait juste l'orienter, orienter son énergie, faire autre chose. Peut-être même l'encourager à jouer, peut-être même essayer de pénétrer ce monde avec lui, essayer de voir le monde où passe mon fils plus de 35 heures par semaine, parce que quand on parle d'addiction, il faut quand même un certain critère. Donc, c'est 5 heures, approximativement, c'est 5 heures par jour et plus de 35 heures par semaine. Donc, je parlais de l'intelligence parce que c'est souvent des enfants intelligents, des enfants qui ont beaucoup de potentiel,
mais des enfants qui n'ont pas confiance en eux, des enfants qui ne connaissent pas leurs valeurs, des enfants qui ne connaissent pas leurs limites, des enfants qui ne sont pas encouragés, des enfants invisibles. Alors moi, je trouve ce mot invisible est très évocateur parce que ce sont des enfants qui l'ont dit. Et quand tu es psychologue et que tu as devant toi un enfant qui te dit « je suis invisible », je crois que ça veut dire ce que ça veut dire et qu'une intervention urgente devrait se présenter au lieu de se fier aux problèmes des parents parce que ça les dérange. Parce que les parents, quand ils sont dérangés par l'addiction des enfants, par exemple aux écrans, bah, croyez-moi que l'enfant il est en train de souffrir 1000 fois que le parent. Juste que lui, il traduit sa souffrance en jouant et en adoptant un comportement addict par rapport à ça. Donc, l'addiction des enfants, c'est-à-dire c'est un peu, j'essaie de donner un peu un aperçu de la démarche, comment je fais avec un enfant. Donc, dans ce cas-là, je évite totalement, bien sûr, de reproduire l'exemple de la maman ou bien du papa. Ne pas parler à l'enfant d'une façon un peu stricte et de lui dire directement, d'ailleurs on sait, nos psychologues et psychiatres qui sont présents là sur ces plateformes, qu'il ne faut jamais poser des questions directes à un enfant ni entamer une discussion en direct avec un enfant. Un enfant, il faut toujours trouver des moyens pour pouvoir lui parler et pour pouvoir avoir un retour de son côté. Donc moi, ça a été toujours descendre chez l'enfant, essayer même de prendre la peau d'un enfant pour essayer de le comprendre vraiment, pour essayer de profiler un peu son psyché et appliquer des stratégies. Et d'ailleurs, c'est une stratégie que j'applique même pour les autres addictions, parce que je gère aussi des addictions d'alcool, des addictions de drogue dure, des addictions de cannabis, et je me suis toujours reposée sur 2 stratégies. La première stratégie, c'est une stratégie d'évitement. Donc, une stratégie d'évitement, essayer d'éviter les raisons pour lesquelles l'enfant choisit de jouer. Essayer de détecter un peu les moments clés de la journée, ou bien de détecter les éléments déclenchants qui poussent l'enfant à jouer et essayer de les réduire et de jouer sur ça. Et ça se passe généralement, bien sûr, avec les parents, parce qu'avec un enfant et un adolescent, on travaille toujours dans une approche systémique ou bien une approche familiale, c'est-à-dire toute la famille est concernée. Ça commence d'abord par des premières séances avec l'enfant pour le mettre en confiance, pour avoir une alliance thérapeutique avec lui, pour être pote, comme je leur dis. Et puis ça passe à la famille pour pouvoir résoudre toutes les imperfections détectées. C'est-à-dire un enfant qui perçoit qu'il est moins préféré que son frère, ben les parents ils sont tenus de le savoir, ils sont tenus de le corriger, même si ce n'est pas vrai, même si c'est une perception, il faut le corriger et il faut passer à des compromis pour pouvoir lui retirer ou bien essayer de retirer plus ou moins les éléments qui le poussent à partir au jeu et à l'écran la journée. Après la stratégie d'évitement, il y a la stratégie de remplacement. Comme l'évite, on doit le remplacer. On parle d'une addiction, peut-être que la plupart des gens, ils échouent dans leur traitement d'addiction parce qu'ils ne sont pas dans le remplacement et dans la continuité de la chose. Un enfant qui est addict à un jeu, tout le monde veut lui retirer le jeu, on est bien d'accord. Mais est-ce que tout le monde passe à remplacer ce jeu par autre chose? Autre chose que l'enfant, lui, va accepter, peut-être même demander. C'est-à-dire éviter carrément les obligations. Je te retire ça et dorénavant, tu vas faire ça. Non, on se met à table avec l'enfant, on essaie de voir s'il y a moyen, par exemple, de l'inscrire dans un club. Parce que quand on sait que notre fils, par exemple, ou notre fille a des problèmes relationnels, ben on essaie de créer pour lui des situations où il peut activer et avoir des relations avec les autres enfants. On peut l'aider. C'est un enfant, de toute façon. Et le fait de le mettre dans des situations fait partie de la responsabilité des parents. Donc peut-être on passe par une salle de sport, peut-être on passe par des visites, par essayer d'établir des liens d'amitié avec les enfants qui sont avec lui à l'école, faire une fête d'anniversaire, les inviter à la maison, faire des soirées pyjama, le motiver et lui faire découvrir surtout qu'il peut être visible dans une vie réelle, lui montrer qu'il peut avoir des relations sur une vie réelle, lui montrer qu'il peut être ce qu'il a envie d'être et qu'il n'a pas besoin de la magie du virtuel pour faire ce qu'il veut et qu'il est juste dans l'obligation. J'évite toujours de dire ce mot face à un enfant ou un adolescent, parce que même les adultes, ils ne l'aiment pas trop, mais lui donner, lui dresser un tableau où il pourrait voir et déduire qu'il peut être un enfant heureux. Et ça fait partie de la vocation et du psychologue et des parents dans une thérapie familiale et systémique.
Il y a l'addiction des écrans, il n'y a pas que les enfants et les adolescents qui sont in. Parmi les résultats du confinement, c'est le télétravail. Et les adultes, ils en souffrent. Parce que les adultes se sont retrouvés maintenant piégés avec leurs écrans. Les groupes du personnel avec lesquels ils travaillent, il doit être toujours en contact, il doit avoir les nouveautés, il doit être à jour, donc il a tout le temps son téléphone dans la main. Les emails, les webinars comme ça. Donc ça a conduit les adultes à devenir addicts sans le savoir. C'est-à-dire là, et je crois que chacun de nous le sait, c'est devenu tellement difficile que les gens normaux qui ne sont pas addicts n'arrivent plus à se passer du téléphone. Alors imaginez avec moi les adultes qui travaillent avec leur téléphone. Et ça peut conduire à deux choses. Ça peut conduire soit à une hyperactivité. Donc je parlais de l'addiction des écrans par rapport aux adultes, qui s'est accentuée depuis le confinement et depuis que les adultes ils ont commencé un peu à pratiquer le télétravail. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je vous parle d'une expérience vécue dans mon cabinet, c'est-à-dire à travers les adultes que je reçois. J'ai perçu qu'ils sont devenus des adultes addicts par rapport à leur téléphone, qui sont des adultes qui sont dans la recherche de la montée d'adrénaline toujours par rapport à la réalisation des tâches, qu'ils ont pris l'habitude de bosser à la maison toute la journée. Donc pour eux, bosser à la maison veut dire qu'il peut bosser à 11h minuit, or que s'il était sur son bureau, il va terminer à 18h. Cette illusion qu'il est à la maison et qu'il est en train de faire du télétravail peut conduire à ce qu'il devienne un adulte addict sans qu'il le sache. Et il commence à adopter des comportements qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Par exemple, les adultes que j'ai reçus, c'est des adultes qui ont commencé à exprimer les symptômes de l'anxiété, les symptômes un peu dépressifs, des symptômes d'hyperagitation, d'hyperactivité même pour les adultes, et parfois un burn-out. C'est-à-dire carrément, il est très scotché à son téléphone. Il croit, surtout parce que c'est une illusion, il croit qu'il doit être toujours là, qu'il doit toujours répondre, qu'il n'a pas droit à l'erreur. Ça conduit à un burn-out. C'est-à-dire, mais si le risque il y a avoir le trouble de l'anxiété ou là carrément tomber dans la dépression, mais ça conduit carrément à ce que ça influence sa vie professionnelle. Et là, bonjour les problèmes. Parce que dès que ça touche sa vie professionnelle, eh bien, l'estime de soi, la confiance en soi, les problèmes sociaux commencent, l'explosion des relations au sein du couple commence, la perte des amis, là, pour lui, la perte de l'estime des autres commence, et on tombe facilement sur un adulte qui est en train de basculer vers la dépression. Donc, les points que je viens de citer par rapport à l'addiction, parce que j'avais dit que l'addiction des écrans, ça demande plusieurs webinars. Parce qu'il y a des différences au sein de l'addiction des écrans. Par exemple, un adulte qui est addict aux écrans parce qu'il est addict aux sites pornographiques n'est pas le même adulte qui est addict aux écrans parce qu'il fait du e-commerce. Ouais, il y a de nouvelles formes d'addiction qui ont apparu. Il y a de nouvelles façons de les traiter, quoique pour moi, en tant que psychologue, je me dis que ce qui peut marcher pour l'addiction, par exemple, de la matière, est aussi valable pour l'addiction comportementale, du comportement. Mais il y a plusieurs volets qu'on devrait toucher parce que c'est très différent. Et plus nous, les psychologues, on croit à la singularité de la personne. Tous les addicts ne sont pas tous les mêmes. Peut-être qu'ils sont d'accord sur les principaux volets ou bien sur les symptômes, mais sur le vécu et sur le pourquoi de l'addiction, ils sont très différents. Donc, c'est un sujet très, très intéressant, surtout quand on commence aujourd'hui de voir beaucoup de victimes d'addiction aux écrans, que ce soit des gens retraités qui pour eux, leur vie professionnelle est terminée, donc ils se sont fait sombrer sur le Facebook et sur l'Instagram. C'est des gens qui n'ont pas d'amis et qui cherchent des amis sur Internet parce que pour eux, ils sont incapables d'en avoir sur la vie réelle. C'est parce que Internet, quand même, est devenu un élément qui s'est imposé. Les gens font connaissance grâce à Internet, les gens font leurs achats grâce à Internet, les gens jouent grâce à Internet. Et remarquez, là, nous aussi, on est en train de bénéficier sur Internet, on est sur webinar. Donc, moi, je crois que peut-être, autant que psychologue, j'aimerais bien que l'utilisation d'Internet, peut-être qu'elle pourrait être intégrée sur du programme scolaire, bien sûr des activités parascolaires. Il faudrait que cet enfant-là puisse faire la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel.
faudrait que cet enfant-là puisse savoir, avoir déjà et bénéficier de tous les éléments qui peuvent donner une croissance plus ou moins normale pour un enfant. Il faudrait d'abord, avant de juger cet enfant ou là, cet adulte, en lui faisant des remarques, là, en s'éloignant de lui, ou là, en le rabaissant, il faudrait toujours se poser la question pourquoi cette personne a préféré un monde virtuel plutôt qu'un monde réel. Et moi, je vous assure, en tant que psychologue, que c'est toujours basé sur de la souffrance, sur des sentiments d'infériorité, sur de l'harcèlement scolaire par rapport aux enfants, sur des harcèlements et des phobies par rapport aux adultes, et que la meilleure façon d'y remédier, c'est de ne pas prendre des médicaments, parce que les médicaments, dans ces cas-là, ils ne font que calmer les symptômes. Et on sait très bien qu'en tant que psychologue, quand on calme les symptômes, ils finissent par revenir et d'une façon plus moche. Donc, la meilleure façon de gérer une addiction, c'est de suivre une thérapie chez un psychologue. Moi, je le dis clairement. Les gens addicts devraient partir voir des psychologues. Les gens addicts devraient avoir le courage de partir voir des psychologues et d'étaler leurs problèmes. Et les psychologues, ils sont tenus de gérer ce problème avec eux sans jugement, sans comparaison. Éviter de faire les parents, parce qu'il y a des psychologues qui le font. Éviter de faire les profs, parce qu'il y a des psychologues qui le font. On travaille avec la psychologie, c'est une science universelle. On ne parle ni de religion, ni de relations avec la famille, ni de traditions et des obligations et des contraintes sociales. On est juste tenu de comprendre la souffrance d'une personne pour pouvoir lui montrer le chemin. Et moi, je crois que quand on a face à nous des parents coopératifs, parce que, attention, il y a un blocage pour un psychologue quand il travaille avec un adolescent ou un enfant au Maroc, ce sont les parents. Un enfant en séance, il est bien, il commence à se reconstruire, il commence à dépasser un peu ses démons, mais quand il revient à la maison, eh ben souvent, il y a souvent des destructions qui se passent parce qu'il n'y a pas, je ne dirais pas qu'il n'y a pas une vraie coordination, parce qu'on invite les parents pour travailler avec nous, mais je dirais plutôt qu'il n'y a pas une endurance et qu'il n'y a pas une prise au sérieux de l'état de l'enfant. Donc, il y a ce frein-là. Je demande aux parents aussi d'accompagner leurs enfants, qu'ils soient plus dans la compréhension, qu'ils s'éloignent de la violence physique et des corrections physiques et qu'ils essaient de comprendre leurs enfants parce que je crois que leurs enfants méritent de la compréhension. Et voilà, je vous souhaite à tout le monde une bonne fin de soirée. J'aurais aimé m'étaler un peu plus avec vous sur d'autres volets. J'aurais aimé passer avec vous plus de 2 ou 3 heures à débattre ce sujet parce qu'il le mérite, mais je juge qu'on aura la chance de nous retrouver, de collaborer sur d'autres thèmes, Inch'Allah, et sur cette plateforme. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à très bientôt tout le monde.